Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier cours de ce module concernant le système d'exploitation Windows. Alors, plus précisément, vous travaillerez avec Windows 7. Moi, je vais vous montrer, et c'est un petit peu la difficulté, mais c'est comme ça, je vous montrerai cela. Je vous apprendrai à utiliser Windows 7, alors que moi, ici, j'ai Windows 10. Mais vous verrez que les ressemblances sont assez nombreuses, ce qui nous permettra quand même de pouvoir illustrer ce cours sans avoir de gros soucis de comparaison. Alors, ce cours, je vous le donne comme ceci, par vidéo. Je vous enverrai par mail également la présentation PowerPoint qui vous permettra de lire donc la synthèse de tout ce qui aura été évoqué pendant ce premier cours. Et donc, en même temps, je vais également profiter, pendant ma présentation ici de la vidéo, je vous montrerai déjà un petit peu le PowerPoint. Ça me permettra, moi, de structurer mon discours et vous aussi peut-être de structurer votre attention pendant que vous suivez ma voix et l'image. Donc voilà. Donc, pour un premier cours sur le système d'exploitation Windows, on va peut-être quand même introduire certains concepts, puisque c'est important d'avoir quand même d'abord une approche conceptuelle des choses. Et puis après, je vous montrerai de façon plus pratique comment fonctionne Windows. Vous verrez que ce cours qui est développé en 6 ou 7 vidéos est assez complet puisqu'il vous permettra de pouvoir gérer de façon assez professionnelle, voire même dans votre vie privée, les différentes tâches que vous voudrez faire sur votre ordinateur, si vous avez évidemment un ordinateur qui a un système d'exploitation de la société Microsoft de type Windows. Alors oui, il existe différentes versions, hein, alors ça a commencé avec Windows 1, 2, 3, voilà, puis il y en a eu beaucoup d'autres des versions, puis il y a eu évidemment la grande version Windows XP, mais c'est vrai que juste avant, enfin pas juste avant, mais avant, il y avait eu quand même un Windows entre guillemets révolutionnaire qui était le Windows 95, qui est sorti en 1995 et qui a quand même fait passer les ordinateurs, tout ce qui était IBM, PC compatible, voilà, a fait passer ce genre d'ordinateur d'une interface textuelle à une interface visuelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une souris qui bouge avec des fenêtres, d'où le nom Windows. Avant, il fallait donc taper des lignes de code pour pouvoir faire toutes les opérations qu'on va voir ici dans la gestion des fichiers, par exemple. Donc il y a eu Windows 95, 98, XP, le 7, le 8, le 8.1, le 10. Aujourd'hui, nous sommes à la version 10. Vous qui m'écoutez, soit vous avez la version 10, soit vous avez la version 7. Mais vous verrez de nouveau, je me répète, qu'il n'y a pas de grande différence. Il n'y a rien de révolutionnaire dans le 10 par rapport au 7. Et si vous savez faire des choses dans le 7 ou dans le 10, vous savez le faire réciproquement dans l'autre version. Alors, maintenant que ça c'est dit, il va falloir quand même un petit peu définir ce qu'est un système d'exploitation. Sachez qu'un système d'exploitation, en anglais, ça se dit Operating System, et d'où l'idée de l'acronyme OS pour Operating System. Dès que vous voyez OS dans une phrase, c'est qu'on parle de système d'exploitation. Il faut bien savoir aussi quand même qu'il existe plein d'autres systèmes d'exploitation que ceux fournis par la société Microsoft. Par exemple, si vous avez des produits Apple à la maison, vous aurez probablement une version parmi les nombreuses qui existent, une version de macOS. Si vous avez un iPhone, donc tout ce qui est produit Apple mobile, vous avez iOS. Si vous avez un autre type de mobile, vous avez probablement Android sur votre téléphone ou votre tablette, ça c'est développé par Google. Ou alors, pour les plus courageux d'entre vous, vous avez peut-être Linux sur une de vos machines. Donc c'est un système d'exploitation qui est en licence libre. C'est une alternative très sérieuse à Windows pour les ordinateurs de type PC. Alors, petite parenthèse, il faut savoir quand même que même chez Microsoft, tous leurs serveurs sont, quasiment tous leurs serveurs en tout cas, sont équipés de Linux et non pas d'une version
quelconque de Windows. Voilà. Alors, ceci étant dit, nous allons pouvoir maintenant définir à proprement parler ce qu'est un système d'exploitation. Alors, il faut bien comprendre qu'en informatique, un système d'exploitation, c'est un ensemble de programmes qui va donc diriger l'utilisation des ressources d'un ordinateur par des logiciels applicatifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cela? Ben, ça veut dire donc qu'en fait, le logiciel qu'est votre système d'exploitation, ben, c'est le logiciel le plus important, c'est le logiciel principal, puisqu'il permet en fait à l'ordinateur et au programme de fonctionner. Et qu'est-ce que j'entends par là? Ben, c'est-à-dire que votre ordinateur, au démarrage, quand il a fait bip, c'est-à-dire juste au moment où le BIOS a vérifié que votre matériel fonctionne bien, on en reparlera plus tard du BIOS, ben, juste après le BIOS, qu'est-ce qui se passe? Ben, votre ordinateur exécute Windows. Et donc c'est le tout premier programme, on va dire, qui se lance après le démarrage de votre ordinateur. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ben, parce que c'est dans Windows que vous allez pouvoir installer et puis utiliser des logiciels. Donc c'est pour ça que je dis que Windows est l'interface entre le matériel informatique et les logiciels. Le matériel informatique, donc c'est votre ordinateur physique, hein. Et puis le logiciel, c'est tous les programmes que vous allez installer sur votre ordinateur pour pouvoir, je sais pas moi, lire des fichiers multimédia, pour pouvoir écrire des documents, pour pouvoir travailler dans des tableaux grâce à un tableur, pour pouvoir envoyer des mails, etc. Toutes ces applications ont besoin d'être dans un environnement, ont besoin de se mouvoir dans un environnement qu'ils connaissent, et cet environnement, eh ben, c'est Windows, ou plus généralement, le système d'exploitation. Alors, ce système d'exploitation est aussi une interface entre l'ordinateur, entre la machine, et vous en tant qu'utilisateur. Si vous n'avez pas de système d'exploitation, vous ne pourrez pas interagir avec votre ordinateur. Donc, de nouveau, hein, si vous avez un ordinateur et que vous n'avez pas de système d'exploitation, votre écran, votre souris et votre clavier vous seront bien inutiles puisque vous n'aurez aucune façon de pouvoir donner des ordres à votre ordinateur. Le système d'exploitation, ici Windows, est visuel et quand je bouge ma souris avec ma main, en tant qu'utilisateur, en tant qu'humain, eh ben, on voit que je peux interagir dans le programme ici qui est PowerPoint, qui lui-même est dans le système d'exploitation de Windows. Donc, un système d'exploitation est un outil obligatoire puisqu'il est le logiciel principal qui permet à l'ordinateur d'avoir une interface avec les différents programmes que vous allez installer et avoir une interface avec vous en tant qu'utilisateur, en tant que travailleur derrière votre ordinateur. Alors, point suivant, nous allons parler maintenant des systèmes de fichiers, du système de fichiers, pardon, et de sa concrétisation dans l'arborescence. Alors pour commencer, ça paraît peut-être un petit peu bateau ce que je vais dire, mais en informatique, il est important de rappeler que justement, et c'est le principe, tout est information. C'est-à-dire que par exemple votre musique, c'est un fichier MP3, c'est un fichier MP4, ça peut être un fichier OGG, il y a encore plein d'autres types de fichiers multimédia musicaux. Par exemple, vos photos, si on prend cet exemple des photos, vos photos, ce sont des fichiers JPG, des photos, ça peut être aussi des fichiers JPEG, ça peut être encore d'autres formats de fichiers. Voilà. Si par exemple vous avez fait votre CV, votre CV, c'est probablement, vous l'avez fait dans Word, donc c'est un format DocX, ou alors peut-être que vous l'avez même déjà transformé en document PDF. En tout cas, votre CV, vous ne l'avez pas en version papier. Comme votre musique, vous ne l'avez pas en version vinyle ou en version CD, vous l'avez en version fichier sur votre ordinateur. Vos photos, vous avez probablement dans votre grenier ou dans votre cave ou dans un tiroir une boîte avec vos vieilles photos, mais pour les protéger, pour les garder de façon plus durable, vous avez peut-être même déjà numérisé ces photos, vous les avez peut-être déjà transformées
en fichier. Et si vous avez fait ça, vos fichiers qui sont en version papier, en version matérielle, vous les avez transformés, en tout cas vous les avez dupliqués dans une version numérique en JPG, en JPEG, etc. Quoi qu'il en soit, vous voyez à travers ces exemples que, en fait, tout ce qui peut être matériel dans la vie courante, on peut à peu près tout transformer en version numérique. On peut numériser les choses et les transformer en fichiers. C'est pour ça qu'on dit qu'en informatique, tout est information. D'ailleurs, le mot informatique vient d'information. Donc c'est-à-dire, je reprends encore ici, tous vos documents sont donc des fichiers. Alors évidemment, ces fichiers, il va falloir les ranger. C'est pour ça qu'il existe également ce qu'on appelle des dossiers. Le fichier, c'est ce qu'on pourrait appeler du contenu, tandis que les dossiers, c'est ce qu'on appelle un contenant. Donc, si vous avez, et vous l'avez déjà fait des milliards de fois dans votre vie, vous avez une bouteille d'eau, l'eau, c'est le contenu, la bouteille en elle-même, c'est le contenant. Vous pouvez mettre des fichiers dans des dossiers. Alors ces dossiers eux-mêmes peuvent être rangés, et pour ça, on va les ranger à la racine du disque dur, par exemple, ou bien des dossiers peuvent eux-mêmes être rangés dans des dossiers. Donc on va voir qu'on peut avoir cette logique à l'infini. En tout cas, ce qu'il faut retenir donc, c'est que concrètement, l'arborescence est constituée de 3 éléments essentiels: les racines, les dossiers et les fichiers. Avec ça, vous avez tous les éléments nécessaires pour pouvoir non seulement avoir des fichiers, les créer, les gérer, et puis les ranger, les déplacer, les supprimer, etc. Dans des espaces de rangement. Alors, on continue sur cette idée de système de fichiers d'arborescence. Il faut bien comprendre donc que quand vous parcourez tout un trajet pour trouver un fichier, c'est ce qu'on appelle le chemin, en anglais path. Alors je donne un exemple. Ici nous avons la racine. Donc regardez, à travers l'explorateur Windows, l'outil essentiel que nous allons utiliser pour gérer nos fichiers et nos dossiers, on en reparlera juste après, quand j'ouvre l'explorateur Windows, voilà, on va ouvrir cet ordinateur, c'est bien ça. Regardez, nous avons différents disques. Maintenant, si je vais sur le C, la racine C2 points, nous voyons que dans ces 2 points, nous avons des dossiers. Alors, par exemple, je vais dans Programme. Nous voyons que dans ces dossiers, nous avons d'autres dossiers. Alors, je vais par exemple rentrer ici dans ce dossier-ci. On voit que dans ce dossier, nous avons encore un dossier et différents fichiers. Alors, donc, ici, vous avez parcouru tout un chemin. Vous avez vu que j'ai fait C, puis dans C, j'étais dans Programme, j'étais dans Defragler. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le chemin. Ce chemin mène au fichier que je cherchais. Imaginons que je cherchais ce fichier-là pour lancer la défragmentation de mon disque dur. Eh ben, j'ai dû parcourir tout ce fichier, tout ce chemin, pardon, pour pouvoir retrouver ce fichier. Alors on verra évidemment plus tard que tout ça n'est pas très pratique et que c'est pour ça que dans Windows, il y a la possibilité, et d'ailleurs dans tous les autres systèmes d'exploitation, il y a la possibilité de créer des raccourcis dans la barre des tâches qui se trouve ici ou sur le bureau pour éviter chaque fois de faire tout ce long chemin pour retrouver les applications ou les documents qu'on utilise fréquemment. Ici, je vous montre ça simplement pour vous faire comprendre les concepts. C, c'est la racine, programme est un dossier, programme file, pardon, et puis ici, vous avez un sous-dossier qui est dans le dossier programme files, et dans ce dossier defragler, vous avez encore ici différents fichiers et un dossier. Tout ça pour dire que, voilà, c'était pour illustrer l'idée que l'arborescence donc se constitue toujours de ces 3 mêmes éléments: une racine, un dossier, qui peut lui-même contenir des dossiers, et puis ensuite, le fichier que vous cherchez. On constate que tous ces éléments sont séparés à chaque fois par des backslash. Regardez, ici, même chose.
Alors dans la barre d'adresse telle quelle, ici on ne le voit pas, mais si je clique une fois dans la barre d'adresse, on constate bien effectivement ces deux points, backslash, programme file, backslash, defragler. Alors maintenant on va faire de façon un petit peu plus précise les différents éléments qu'on a pu retrouver dans cette arborescence. On va parler du dossier. Alors on va reprendre notre exemple, hein, c'est de point program files, et dans program files nous aurions un document PDF qui s'appelle exemple. Dans cet exemple, le dossier s'appelle donc program files. Un dossier a donc un nom. Et c'est pratique évidemment pour quelle raison? Pour pouvoir le reconnaître des autres. Regardez ici, si je reprends, voilà, je vais me mettre ici, on voit les différents dossiers. C'est pratique de donner un nom à son dossier, ça nous permet de ranger nos différents programmes, nos différentes applications, nos différents documents dans des dossiers de façon bien distincte. Un petit peu comme chez vous, vous avez probablement des tiroirs dans lesquels vous savez ce que vous rangez. Ou alors vous avez peut-être, vous utilisez peut-être des classeurs pour ranger vos différents documents administratifs. Et sur ces documents, dans ce classeur, vous avez peut-être des intercalaires sur lesquels vous avez mis des noms. Par exemple, je ne sais pas moi, frais médicaux, état civil. En tout cas, vous allez peut-être classer ça avec des noms. Et donc ici, c'est la même chose. Les dossiers ont un nom, et ces noms, évidemment, sont très pratiques pour pouvoir comprendre de quel thème on parle. Voilà. Donc je le répète ici encore, un dossier peut lui-même contenir des dossiers, et cette logique est infinie. C'est-à-dire qu'un dossier peut contenir un dossier qui contient un dossier qui contient un dossier, etc. Voilà pour le dossier. Concernant le fichier. Alors les fichiers, parlons-en, les fichiers c'est un petit peu particulier. C'est un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir que ça ne l'est pas tellement. Hein. On va partir de notre exemple. Hein. Ici, dans notre chemin, nous avons C de point programme file. On a vu que ça c'était le dossier. On va prendre ici notre document PDF qui s'appelle exemple.pdf. Alors, le fichier exemple.pdf, qu'est-ce qu'on peut constater? Il possède un nom. Il s'appelle exemple. Alors, c'est la même logique que pour les dossiers, c'est-à-dire que si on lui donne un nom, c'est évidemment une question pratique pour pouvoir le reconnaître des autres. Et je vous le dis déjà, il faut absolument thématiser quand vous donnez un nom à votre fichier. Vous devez donner un nom qui est pratique pour pouvoir le retrouver facilement. Si tous vos documents s'appellent Mathieu, qui est mon prénom, vous n'allez pas vous y retrouver dans 6 mois. Si tous vos documents s'appellent Mathieu, vous ne saurez pas quel document contient quoi. Donc vous devez vous poser la question de l'objet. De quoi parle mon document? Est-ce que ce document, si par exemple c'est un document PDF, est-ce que c'est mon CV? Est-ce que c'est ma lettre de motivation? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, mon casier judiciaire? Est-ce que c'est un document, un formulaire type de demande de machin de bazar? Tout ça, vous devez y réfléchir et nommer votre fichier en fonction du thème abordé par le contenu de ce fichier. Donc, pensez à thématiser, ça vous permettra de nommer de façon efficace vos documents. Voilà. Alors, donc, on a dit qu'un fichier possède un nom, ici c'est exemple, mais qu'est-ce qu'on constate aussi? Que le fichier possède ici ce qu'on appelle une extension. Ici, l'extension est PDF. Alors ça, c'est hyper important à retenir, c'est que l'extension des fichiers, c'est ce qui détermine la nature de votre fichier. Par exemple, quand vous croisez un fichier qui a comme extension docx, c'est un document qui va être ouvert par Word. C'est un document que vous allez pouvoir gérer grâce à Word. Vous allez pouvoir l'ouvrir avec Word et puis le modifier, l'enregistrer, faire toutes sortes d'opérations dans Word. En tout cas, c'est un document, c'est un fichier que Word prend en charge. Autre exemple, les documents XLTX, ce sont des documents qui sont pris en charge par le tableur Excel.
Les documents PDF, ça vous connaissez sûrement, ben, ce sont des documents qui vont être pris en charge par des visionneurs de fichiers PDF, comme par exemple Adobe Acrobat, Reader ou Sumatra dans sa version, c'est un programme gratuit qui fait la même chose, voire maintenant aujourd'hui les navigateurs web tels que Mozilla Firefox, Edge, Google Chrome ouvrent également les documents PDF. Dernier exemple, ça devrait vous parler. Tous les fichiers MP3, ce sont donc des documents musicaux qui sont lisibles donc avec un programme, une application qu'on appelle le lecteur multimédia, comme par exemple VLC ou Windows Media Player que je ne vous conseille pas des masses. Donc il faut bien comprendre qu'un fichier contient toujours deux éléments. Son nom, un point, et son extension. Le point est simplement là pour séparer le nom de l'extension. Le nom, c'est lié à le thème abordé dans le fichier, ou par le fichier, et l'extension, elle détermine la nature du fichier. Voilà, ça c'est hyper important. Et donc, pourquoi est-ce si important l'extension? Comme je vous l'ai dit, ça détermine la nature du fichier, et donc c'est ça qui est reconnu par Windows. Et Windows, lui, il associe l'extension des fichiers au programme qui va gérer, qui va s'occuper du fichier quand vous allez l'utiliser. Si je double-clique sur un fichier PDF, Windows sait que les PDF, il doit les ouvrir avec mon visionneur de documents PDF. Si j'ai un document .docx sur lequel je clique deux fois pour l'ouvrir, Windows, si j'ai bien Word installé sur mon ordinateur, Windows sait que tous les fichiers docx, quand je double-clique dessus, par défaut, il doit les ouvrir avec Word. Donc c'est essentiel. L'extension détermine quel programme prend en charge l'ouverture du fichier par Windows. Alors, on peut évidemment modifier le nom du fichier. Par contre, je vous déconseille vivement de modifier l'extension de vos fichiers pour la raison simple que j'ai évoquée juste avant, qui est que si vous changez l'extension de vos fichiers, Windows ne reconnaîtra pas cette extension et donc ne pourra pas dire au programme qui est destiné, à prendre en charge ce fichier, il ne pourra pas dire à ce programme ouvre donc le document. Donc faites bien attention de ne pas modifier l'extension des fichiers. Par contre, le nom, tant que c'est malin, soyez libre et imaginatif. Alors vous allez peut-être me dire, mais pourtant tout à l'heure, quand Mathieu, tu as ouvert un dossier comme ça au hasard, je ne sais plus c'était lequel, je vais le retrouver, voilà, on a vu des fichiers, mais ils n'ont pas tous une extension. Vous avez à la fois raison et à la fois tort, puisqu'en fait, donc par exemple ici, vous voyez, il y a bien un fichier statistics.bin, il a une extension. Les autres fichiers ici n'ont pas d'extension. Et en fait, c'est justement parce que je vous ai dit qu'il faut faire très attention à ne pas supprimer les extensions ou les modifier, qu'en fait, les concepteurs de Windows ont préféré cacher les extensions des fichiers que connaît déjà Windows. Et donc en fait, si vous voulez pouvoir afficher les extensions, et moi je vous le conseille, vous allez devoir, dans l'explorateur Windows, donc je vais le fermer, regardez ici l'explorateur Windows, on clique, on ouvre, et si vous avez Windows 10, vous allez dans Affichage, et ici, regardez, vous pouvez cocher Extension de nom de fichier. Je coche, et vous voyez maintenant, je vais aller retrouver mon dossier de tout à l'heure, dans Programme, Défragleur, regardez maintenant où mes fichiers ont bien l'extension. L'extension exe, qui veut dire exécutable, c'est le fichier du programme que l'on va, sur lequel on va cliquer deux fois pour lancer l'application. Toutes les applications ont un fichier, au moins un fichier exécutable qui permet de lancer le programme. Regardez, si je double-clique sur Défragleur, il ne veut pas parce qu'il dit que j'ai pas les accès administrateurs, mais en tout cas, il a essayé de lancer l'application. Voilà. Donc, les fichiers exécutables, voilà. Et vous voyez donc maintenant,
tous les fichiers ont bien une extension. Je vais aller voir dans Lang, vous voyez ici on a plein de fichiers DLL, ce sont des fichiers librairies, c'est pas très important dans le propos qui nous intéresse ici. Je vais prendre un autre exemple, hein. Je vais par exemple aller dans Windows. Regardez, le dossier Windows contient plein de dossiers, et aussi, regardez, des fichiers de toutes sortes. Donc les noms, on n'y touche pas parce que ce sont des fichiers Windows, mais vous voyez aussi que ces fichiers qui ont un nom ont également une extension .exe, .lst, .msg, etc., etc. .bin, on l'avait vu tout à l'heure, .bat. Voilà, en tout cas, ne touchez pas aux extensions de ces fichiers parce que vous allez sinon modifier la nature de ce fichier. Et regardez, je vais vous montrer ce que ça donne si on le fait. Voilà. Je vais par exemple mettre une extension, je vais l'appeler erreur. Voilà. Quand je fais ça, il y a même Windows qui me prévient. Il me dit, si vous modifiez l'extension d'un fichier, le fichier risque d'être inutilisable. Ben oui, parce que Windows ne connaît pas l'extension erreur, et donc Windows ne saura pas quoi faire quand vous allez double-cliquer sur ce fichier. Donc, est-ce qu'on veut vraiment modifier? Non. Voilà. En général, on ne touche pas à l'extension. Quand ce sont des documents, c'est-à-dire des fichiers que vous avez créés, que vous pouvez modifier, consulter, etc., hein, de la musique, des documents Word, Excel, PDF, etc., le nom, vous pouvez le modifier. Quand ce sont des fichiers système ou des fichiers du genre voilà, regedit, qui est un exécutable, on ne touche pas non plus au nom du fichier. Ce ne sont pas des documents. Donc voilà, c'est ce que j'explique ici, hein, pour gérer vos fichiers, vos dossiers. Windows fournit une application qui est vraiment essentielle, l'explorateur de fichiers, ou appelé aussi l'explorateur Windows. Ça dépend de la version dans laquelle vous travaillez, mais c'est toujours la même icône, c'est ceci. Voilà, regardez, explorateur de fichiers. C'est donc une application essentielle. C'est avec ça que vous allez pouvoir non seulement voir le contenu dans la mémoire de votre ordinateur, hein, tous les fichiers, tous les dossiers qui existent, mais c'est également à travers cette fenêtre-là que vous allez pouvoir aussi gérer de façon plus approfondie vos fichiers en les créant, en les renommant, en les coupant-collant, en les copiant-collant, etc., etc., en les supprimant. Donc cet outil est essentiel et c'est ce que nous allons voir juste maintenant dans la prochaine.